Alors maintenant, si on parle beaucoup plus concrètement, si on parle évaluation, en quoi consiste le français? Alors, à quoi ça sert, hein, on vient de le voir, mais en gros, à quelle sauce on va être mangé? Alors, le français au bac, comme on le sait, c'est une épreuve anticipée, ce qu'on appelle une épreuve anticipée, c'est-à-dire que le français, comme il disparaît après la première, hein, donc en terminale, eh bien, il est déjà en fait évalué, il est déjà noté dès la première, en fin d'année de première, donc épreuve anticipée de bac. C'est la première expérience généralement des élèves, évidemment, avec le baccalauréat, avec les autres matières anticipées. Il y a deux domaines évalués, à l'image de ce qui a toujours été travaillé en français, c'est-à-dire la dimension orale et la dimension écrite. Donc dans la dimension écrite, on a donc le choix entre les deux exercices qu'on va être amené à voir ensemble, commentaire ou dissertation, au choix, selon sa préférence, selon ce avec quoi on est le plus à l'aise en général, ou ce qui nous inspire le jour J, le texte nous inspire, on a envie d'en parler, ou alors au contraire on ne le sent pas, on a envie de partir sur la disserte. En tout cas voilà, on a le choix entre la dissertation ou le commentaire, en termes d'épreuves écrites, donc pour être évalué sur nos compétences écrites en français. Et puis, on a l'épreuve orale. L'épreuve orale, elle, qui est un petit peu plus particulière, qui se déroule donc non pas sur 4 heures comme l'écrit, mais sur seulement 30 minutes. Alors, en fait, en réalité, plutôt 3 quarts d'heure, 1 heure, si on prend en compte le temps de préparation, hein, puisque, en gros, vous êtes convoqué le jour de l'oral à 1 heure précise, hein, vous devez arriver un petit peu en avance, vous allez être appelé normalement pile à l'heure, le professeur va vous faire entrer dans la salle d'examen où généralement un élève est déjà lui en train de préparer son oral, hein, puisque bon, il y a 2 élèves par classe, c'est un peu perturbant, c'est un peu intimidant, mais c'est comme ça malheureusement, parce que voilà, il faut bien qu'on puisse surveiller que l'élève qui prépare ne triche pas, qu'il soit sous l'œil vigilant du professeur. Donc l'élève qui s'apprête à passer son oral eh bien, est encore en train de préparer et finit sa préparation. Vous venez d'entrer dans la salle, on vous fait entrer. Le prof choisit un texte au hasard, voilà, sélectionne sur quoi vous allez tomber. Vous, voilà, vous pouvez pas savoir à l'avance, lui-même ne le sait pas sur le coup. Hop, une fois qu'il a choisi votre texte, eh bien, vous savez sur quoi vous devez plancher. Hop, c'est parti, top chrono. Il vous installe généralement un peu au fond de la salle. Vous avez donc à ce moment-là une demi-heure pour préparer, reprendre vos notes, etc. et tout, vous rappeler ce qu'il faut dire sur le texte, bref, voilà, tout mettre à plat, ce dont vous avez besoin pour faire un bon oral. Alors, pour cet oral de français, quand je dis qu'on va tirer au sort un texte, parmi ceux que vous allez amener ce jour-là, parce que vous allez venir avec vous-même vos textes, en fait, avec votre corpus de textes, ces textes, ils sont au nombre de 16, hein, 4 x 4, hein, 4 séquences vues durant l'année, correspondant à 4 genres, hein, le théâtre, le roman, la poésie et la littérature d'idées, donc les essais. Ces genres littéraires sont étudiés dans l'ordre de préférence du prof, hein. Le prof les étudie dans l'ordre qu'il veut durant l'année, hein. C'est lui qui choisit par quoi il commence, par quoi il finit. L'important, c'est que les 4 genres aient été couverts, les 4 genres principaux en littérature, encore une fois, hein, poésie, théâtre, roman et littérature d'idées, essais. Voilà, donc ces 4 genres correspondent à 4 grandes séquences, hein, où on apprend en fait l'art d'écrire dans tel ou tel registre. Et donc, à chacun en fait, de ces genres, il y a 4 textes étudiés, la majorité d'entre eux à chaque fois venant en fait d'une œuvre imposée, hein, une œuvre intégrale à lire, hein. Donc vous allez lire en gros 4 œuvres intégrales durant l'année. Vous allez lire un recueil de poèmes, vous allez lire un essai, un truc de littérature d'idées, vous allez lire comme une pièce de théâtre et vous allez lire donc un roman. Généralement, les professeurs choisissent des textes relativement faciles et surtout des textes plutôt courts pour que ce soit faisable durant l'année, hein, voilà, parce que vous êtes à un niveau encore, on ne peut pas vous demander de lire des choses hyper longues, il n'y en a pas le temps, il y a d'autres matières. Voilà, donc généralement c'est des choses assez courtes et assez simples. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment 4 œuvres intégrales qui correspondent chacune aux 4 genres et dont seront tirés en fait environ 2 3 extraits à chaque fois en commentaire de texte qui seront intégrés au corpus. Et généralement, il y a un texte supplémentaire en fait qui est étudié, voilà, qui lui n'est pas directement issu de l'œuvre intégrale au programme et qui en fait est une œuvre autre en fait du même registre, hein, du même genre, voilà, pour un peu élargir l'éventail, pour un peu élargir la culture littéraire générale, pour un peu se frotter à d'autres auteurs, d'autres styles, d'autres textes. Donc vous aboutissez à la fin avec donc 4 x 4, 16 textes de corpus que tout au long de l'année en fait le prof vous a fait étudier. Donc en fait là, c'est juste le résumé de votre année en fait, hein. C'est toute votre année que vous avez dans les mains là en fait, hein. Vous avez vraiment les 16 textes sur lesquels vous avez passé de longues heures, bien fastidieuses en cours, vous êtes bien fait bien chier, donc généralement là vous êtes un peu traumatisé, vous dites putain les 16 textes je me revois encore, écouter le corrigé du prof pendant des heures en cours, les étudier, lever la main, les analyser, tout suranalyser, les figures de style, tout ça et tout, bon ça laisse pas forcément de très bons souvenirs,
Mais en tout cas, généralement, du coup, l'intérêt, c'est qu'on les connaît. Et en tout cas, si on ne les connaît pas de mémoire, eh bien, vous les révisez en fait à l'occasion de la semaine de révision, vous replongez dedans, vous regardez un petit peu ce que le prof en disait, ce qu'il faut en dire en gros pour faire une bonne analyse, hein, parce que bien sûr, vous pouvez faire confiance à votre instinct, votre intuition, votre talent, voilà, vos connaissances. Mais bon, c'est vrai que généralement, le prof a donné des pistes de lecture, une orientation. Donc, soit il y a la team apprendre par cœur. Alors ça, c'est un parti pris, hein, mais il y a ceux qui sont pas sûrs d'eux du tout, qui veulent prendre aucun risque et qui vont aller vers le par cœur. Donc, ils vont apprendre par cœur toutes leurs analyses de texte des différents textes de l'année. Alors, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est énormément de boulot de faire comme ça, parce que, ok, c'est efficace d'apprendre par cœur, mais c'est un boulot énorme d'apprentissage et ça prend du temps. Donc, 16 textes à apprendre par cœur au niveau du plan, etc., de ce qu'il faut dire, c'est un petit peu long comme révision. Et en plus, inconvénient, ça manque un peu de naturel. Et ça peut se ressentir à l'oral. C'est-à-dire qu'à l'oral, on va sentir que vous récitez par cœur, du coup, que ça manque de conviction, ça manque de sincérité, que vous savez peut-être même pas ce que vous racontez. Et ça peut vous desservir, parce qu'on va presque préférer quelqu'un qui peut-être dit des choses moins exactes ou dit moins de choses, mais au moins on sent que ça vient du cœur et qu'il y a pensé lui-même et qu'il y croit. Voilà, donc c'est un petit peu 50-50, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on privilégie comme stratégie. Voilà. Autre stratégie, encore une fois, c'est que vous avez bien écouté durant l'année en cours, c'est peut-être le plus important, vous avez écouté à chaque fois, vous avez été attentif, et donc vous connaissez peut-être pas tout par cœur, vous n'avez pas tout appris comme une leçon, comme une poésie, mais vous avez parfaitement compris ce qu'il faut dire sur chaque texte. En fait, vous avez profondément compris chaque texte. Vous avez vraiment compris. Et comme vous avez compris, avoir compris est plus important qu'avoir appris. Apprendre, c'est un peu faire le perroquet. Comprendre, c'est vraiment s'être approprié la chose et à tel point qu'on est capable en fait de la restituer par ses propres mots et voilà, on sait vraiment de quoi on parle. Donc, plus important encore qu'avoir appris les textes, le mieux c'est de les avoir compris. Si vous avez compris l'essentiel, ce que ça dit, la problématique, les figures de style incontournables, parce que vous savez maintenant les repérer, et surtout les principaux axes qu'on peut, en gros, identifier pour faire une bonne analyse, vous vous en sortirez toujours, en fait. Vous pourrez toujours vous débrouiller et improviser. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu un compromis entre les deux, un peu de par cœur, un peu d'improvisation et d'instinct, de bon sens, et donc voilà un peu l'approche. Donc vous voyez, vous avez quand même 16 textes, quand même cependant à bien connaître, à avoir bien compris, à réviser, donc c'est quand même conséquent, donc la semaine de révision n'est pas là pour rien. Voilà, mais normalement, en tout cas, c'est un travail de longue haleine qui est fait tout au long de l'année, donc c'est un petit peu une course de fond, hein, voilà, c'est pas un truc à faire à la dernière minute. Normalement, tout au long de l'année, en fait, ces textes-là, vous avez eu le temps de bien vous les coltiner et d'un petit peu comprendre un peu ce qu'il faut en dire. Donc la particularité donc, du commentaire à l'oral, parmi toutes les autres, c'est que le commentaire que vous allez devoir faire suit un plan linéaire. C'est linéaire, c'est-à-dire que vous suivez l'ordre du texte. Donc là, on est vraiment dans le registre de l'explication de texte. On n'est pas dans le truc thématique où vous partez dans tous les sens, etc. Vous faites une espèce de dissertation voilà, analytique. Non, pas du tout. Vous prenez les choses dans l'ordre du texte. Donc vous allez en gros dégager artificiellement, parce que c'est extrêmement artificiel et c'en est même idiot. Vous allez devoir dégager 2-3 temps dans le texte, en fait, comme si le texte avait 2-3 temps, ce qui est généralement faux. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche, mais bon, voilà. On vous a inventé qu'il y avait en gros plus ou moins 2-3 temps, une espèce de progression en gros dans le texte. Il suit une espèce de progression en 2-3 temps, comme par hasard. Et donc, vous devez en fait rendre compte de ces 2-3 temps, mais en suivant l'ordre du texte. Vous ne pouvez pas sauter comme ça de la fin vers le début en passant par le milieu, etc. C'est pas comme en commentaire de texte écrit. Figurez-vous que cette histoire-là de plan, de brouillon, c'est déjà ce que faisaient les étudiants et les futurs philosophes, les futurs sénateurs, les futurs avocats de l'Antiquité grecque et romaine à l'époque quand ils préparaient leur discours. Puisqu'il y a ce moyen mémotechnique en fait, qu'ils utilisaient pour se souvenir de comment en fait, créer une bonne dissertation, voilà, un bon texte, en fait, avec les lettres idéam. Idéam. I-D-E-A-M. Voilà. C'était un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de tout ce qu'il faut faire pour faire, alors à l'époque, un bon discours, à la Cicéron. Alors, on passe en revue ensemble les lettres. Idéam. I. Le I pour inventio. Inventio. Alors, ce qu'on pourrait aussi dire avec la prononciation française, inventio. Donc là, je pense qu'on reconnaît inventio, invention. L'inventio, l'invention. Donc la partie inventio, l'idéam, en fait, c'est un peu le point de départ, c'est un peu le début. En fait, c'est là qu'il faut tout inventer, qu'il faut trouver les idées. Donc c'est le moment brainstorming, ça, c'est quand vous cherchez les idées, vous réfléchissez à la question et vous notez plein d'idées sur le brouillon. C'est le brainstorming, l'inventio. Ensuite, il y a le D pour dispositio. Dispositio. Alors là, pareil, c'est assez transparent, dispositio, disposition. Et vous voyez, c'est comme sur votre brouillon à vous. Vous avez eu la partie inventio, et là, on passe à la dispositio, c'est-à-dire que vous allez créer un plan, vous allez organiser
toutes ces idées, vous allez les disposer, vous allez procéder à la disposition des idées pour obtenir un plan. Voilà, donc dispositio. Ensuite, on a le E. Le E veut dire à l'époque élocutio. Pareil, normalement, on reconnaît le mot, hein, élocutio, élocution. Donc élocutio parce qu'à l'époque, la rhétorique est un art oratoire, ce sont des discours qu'on écrit, qu'on va prononcer. Et bon, il y a des épreuves orales en français, mais c'est du commentaire de texte. Donc on va dire que là, ça colle, pour le coup, l'élocutio. Donc l'élocutio, ça va consister en fait, bien sûr, à bien prononcer les mots, à bien s'exprimer, voilà, et à bien articuler. Ensuite, le A. Alors, le A, ça veut dire actio, le A pour actio. Et vous voyez, actio, on retrouve à nouveau encore un mot familier. Actio, action. Hein, donc acte, en fait, hein, c'est comme acte en anglais, en fait, c'est jouer. Jouer la comédie, puisque l'actio, en fait, c'est l'art d'interpréter ses paroles. C'est vrai qu'à l'époque, on est très démonstratif quand on fait des discours. Les orateurs font des grands gestes comme ça, un peu comme les hommes politiques parfois, mais vous voyez, ils font un peu des gestes un peu de théâtre. Aujourd'hui, ce serait un petit peu étrange de faire ça, mais voilà, à l'époque, vraiment, on illustre en fait tout ce qu'on dit avec les gestes des mains. Alors, les petits malicieux diraient que c'est pour ça que les Italiens parlent avec leurs mains, parce que c'est vrai que du coup, les descendants des Romains, que sont les Italiens, voilà, bon, évidemment, les Romains, eux, parlaient comme ça avec les mains énormément. Voilà, donc l'actio, c'est ça. Et donc, le M, là, ça redevient peut-être intéressant. Le M voulait dire memoria. Alors, c'est vrai que là encore, memoria, normalement, c'était pour l'art oratoire aussi. Parce qu'en fait, on apprenait par cœur son discours. Et comme on apprenait par cœur son discours, eh bien, voilà, il fallait pouvoir le réciter sans avoir de trou de mémoire, un peu comme l'acteur. On retrouve plus, c'est plus un côté d'acteur en fait, là, plus le jeu d'acteur de théâtre. Mais voilà, en gros, il faut se rappeler de son texte. Maintenant, memoria, on va quand même détourner un petit peu le sens du mot tel qu'il l'utilisait en latin. Ça peut quand même concerner voilà, n'importe qui passe un écrit, puisque la mémoire va être importante. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mémorisé vos figures de style, vos procédés, ou alors les noms des auteurs, ou les noms des œuvres, ou le contenu d'une œuvre, ou plus généralement les mouvements littéraires, un peu d'histoire aussi, connaître son histoire, bref, si vous n'avez pas une mémoire quand même fonctionnelle, vous n'avez pas mémorisé un maximum de choses, vous allez quand même être vite pris au dépourvu, vraiment. Donc, le M de Memoria quand même n'est pas à négliger. Et donc, pendant que vous préparez, ça c'est un peu déconcentrant, un peu perturbant, mais vous avez l'élève qui est juste avant vous, qui va passer son oral sous vos yeux, hein, et vous allez entendre ce qu'il dit, hein, ça c'est un petit peu perturbant, mais voilà, il faut essayer de pas trop y penser, pas trop faire attention. Donc voilà, pendant que l'élève, lui, est en train de faire son oral devant vous, vous êtes en train de préparer comme ça votre propre oral. L'élève finit son oral, voilà, et donc au moment où l'élève finit son oral, le professeur fait entrer l'élève suivant qui lui va préparer son oral pendant que vous allez passer le vôtre, et ainsi de suite, évidemment. Donc de même que vous avez assisté à l'oral d'un élève pendant que vous prépariez le vôtre, eh bien un élève va assister à votre oral en préparant le sien. Vous êtes appelé à ce moment-là, l'élève qui prépare, hop, prend votre place au fond de la salle, et donc vous allez passer votre oral de bac. Donc on est sur un oral d'une durée de 20 minutes seulement, hein, donc c'est pas très long, hein, c'est 20 minutes d'oral. Traditionnellement, en gros, c'est 10 minutes de commentaire de texte, hein, donc vraiment le texte sur lequel vous êtes tombé, vous devez faire un commentaire en 10 minutes. Depuis maintenant quelques années, il n'y a plus de questions d'entretien, etc. Bref, voilà, le prof n'a plus le droit, entre guillemets, ce qui paraît dingue dit comme ça, mais n'a plus le droit de vous poser des questions sur votre lecture, sur votre commentaire, ce qui est bien et pas bien. Hein. Souvent, c'est un soulagement pour les élèves de dire « Ah super, on ne me posera pas de questions, on n'essaiera pas de me piéger ». Oui, on peut voir ça comme ça, c'est vrai, mais ça peut aussi être une occasion manquée de vous rattraper, parce que parfois aussi, ces questions-là, elles sauvaient des élèves. C'est-à-dire qu'un élève qui n'avait pas très bien réussi son commentaire, c'était l'occasion de rectifier certaines choses et donc de sauver des points. Donc bon, écoutez, hein, ça dépend comment on voit les choses. Vous faites pendant les 10 premières minutes votre oral sur le texte dont il est question, et donc la suite de l'oral, la seconde partie, c'est la présentation d'une œuvre que vous avez choisie dans une des 4 séquences, une des 4 thématiques de l'année. Voilà, que ce soit roman, littérature d'idées, poésie ou théâtre. Voilà, vous avez choisi normalement un livre que vous avez préféré peut-être ou qui vous a intéressé. Alors généralement les élèves choisissent le livre le plus court possible. Bon, voilà, ça ne dupe personne. Vous allez soumettre en fait voilà, un livre sur la thématique en question. Et donc, voilà, cette partie-là n'est pas négligée parce qu'elle pèse quand même 8 points dans votre note, hein, donc c'est quand même pas rien. Hein. Vous avez 10 points sur la partie commentaire de texte, donc l'analyse de texte, hein, le commentaire linéaire. Hein, précisons évidemment, dans l'occasion de le voir, que le commentaire de texte à l'écrit est un commentaire qu'on appelle thématique. Donc ça, vous ne respectez pas l'ordre du texte, vous ne suivez pas le texte ligne à ligne. En fait, vous allez rassembler des thématiques et donc vous allez étudier le texte comme ça, transversalement d'après des thématiques, alors qu'avec l'oral,
vous allez en fait suivre le texte dans l'ordre en fait, voilà, de lecture, quoi, vraiment ligne à ligne. Vous allez un petit peu artificiellement le diviser en trois parties en gros, et les trois mouvements du texte, en fait, vous allez les commenter l'un à l'autre. Donc ça se rapproche plus d'une explication de texte en fait. C'est pas un commentaire thématique comme ça, un peu magistral. C'est vraiment une explication de texte, comme si vous deviez en fait comme ça expliquer à quelqu'un de plus jeune que vous qui ne comprend pas très bien, etc. Vous devez faire le prof un petit peu. Voilà donc pour la partie explication de texte qui dure donc 10 minutes et qui voilà, rapporte 10 points. Juste après, dans la continuité, vous avez seulement 2 points consacrés à la question de grammaire. Il y a une petite question de grammaire, ça aussi c'est nouveau, hein. Avant ça se faisait pas. Je trouve ça bien dommage d'ailleurs parce que c'est chiant la grammaire, mais enfin bon voilà, une petite question de grammaire à 2 points. Alors ça selon le point de vue, hein, si vous êtes à l'aise avec la grammaire, c'est 2 points gagnés d'avance et bonus. Si en revanche vous êtes vraiment pas terrible en grammaire, si vous aimez pas ça, un peu comme moi, eh bien effectivement ça peut quand même être 2 points de perdu, voilà, si vous n'y arrivez pas trop, donc bon c'est selon. Heureusement ce n'est que 2 points. Et puis vous avez donc 8 points sur la seconde partie, la partie finale, qui est la partie, voilà, on va dire la plus personnelle, hein, celle qui est la plus spontanée, celle où on sort un petit peu du côté scolaire, hein, on quitte le côté explication de texte et le côté grammaire, et là en fait vous devez vraiment parler un petit peu, voilà, faire une petite fiche de lecture improvisée, enfin pas improvisée justement, sur l'œuvre de votre choix, voilà, avec, en abordant les questions incontournables en la matière, hein, voilà, de quoi s'agit-il, de quel livre s'agit-il, par qui a-t-il été écrit, de quelle époque, pourquoi avez-vous choisi ce livre en particulier, avez-vous aimé ce livre en particulier ou l'avez-vous pas trop aimé, pourquoi, quel est votre passage préféré, le passage moins préféré, qu'est-ce que ça raconte au juste, voilà, quel est l'intérêt de ce livre, comment expliquer son succès, enfin voilà. Vous avez vraiment comme ça un petit pitch comme ça, un petit speech à faire autour de ce livre. Et là, par contre, effectivement, il faut laisser du temps pour des questions, hein. Donc, il ne faut pas en parler pendant plus de 5 minutes, parce que là, il y a 5 minutes après d'entretien, où là, pour le coup, le prof va vous poser des questions, a tout à fait le droit de vous poser des questions. Et donc, c'est le but de l'exercice, parce que soit vous avez très bien réussi votre présentation, et dans ce cas, bon, il n'y aura peut-être pas tant que ça de questions à vous poser, mais bon, en tout cas, c'est l'occasion un petit peu de prolonger l'échange et de faire bonne impression. Soit effectivement, ça peut arriver, vous avez raté votre présentation, ou alors il n'est pas très convaincu, ou alors il vous soupçonne d'avoir peut-être pas lu le livre pour de vrai, d'avoir un petit peu triché, et dans ce cas, il va un peu vous cuisiner pour voir un peu si vous savez un peu de quoi vous parlez. Dans tous les cas, c'est censé, cet entretien, être que du bonus et vous permettre comme ça d'être convaincant, de montrer que vous êtes sérieux, que vous avez vraiment fait le job. Et donc, normalement, les 8 points, c'est quand même 8 points qu'on peut prendre, quoi. Donc, si vous avez bien compris vos analyses durant l'année, vous avez un petit peu révisé, vous pouvez choper quand même pas mal de points sur les 10 du début. Si vous avez, bon, la question de grammaire, c'est peut-être la partie la plus 50-50, un peu comment ça passe ou ça casse selon les prédispositions de chacun. Et la partie lecture personnelle peut vraiment rapporter des points si on joue le jeu, quoi. Donc vous voyez, la moyenne est carrément prenable parce que voilà, on peut vraiment choper 5, 6, 7 points sur 10 sur la première partie. On peut vraiment choper 4, 5, 6, voire 7 points sur la seconde partie. Donc on peut vraiment décrocher voilà, entre 11 et 16. Voilà, vraiment, bon, l'éventail évidemment est large pour les oraux, mais l'oral de tradition, ça a toujours été l'examen où on peut choper les plus belles notes en fait assez facilement si on fait le job, si on est à l'aise. Parce que, encore une fois, rappelons que c'est un exercice de communication, hein. Je reviens sur le côté communication. Là, c'est la communication orale, mais c'est l'art aussi de rendre les choses naturelles, de donner l'impression qu'on est spontané, même si c'est pas vrai, mais en tout cas que on a l'art de ne pas rendre les choses cringe. Vous voyez, vous pensez à tout ce qui est cringe. On dit souvent ça c'est cringe, ça c'est cringe. Personne n'aime le cringe. Bien, essayez le jour de votre oral d'être le moins cringe possible. Évitez de rendre ça malaisant, de créer des silences, de créer du malaise, d'avoir l'air embarrassé. Le but du jeu pour vous, c'est de rendre ça le plus naturel et agréable possible. Il ne faut pas non plus stresser excessivement. Le prof a aussi peu envie d'être là que vous. Lui aussi, il a hâte d'être en vacances. Lui aussi, il a hâte de rentrer chez lui le soir. Voilà, il ne faut pas imaginer que c'est quelqu'un qui prend plaisir à vous torturer. Il fait son travail, il connaît son sujet. Vous êtes là pour être évalué, il n'est pas là pour vous saquer ou pour vous punir, hein. Il est là juste pour s'assurer que vous avez bien compris tout ce qu'on a fait durant l'année, que vous avez des compétences, que vous êtes là pour les valider, que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous prenez les choses au sérieux, que vous avez hâte de passer à la suite de votre parcours et que pour ça vous avez le droit, vous devez avoir votre droit de passage. C'est pas un truc qui est fait pour vous démolir ou vous détruire, donc il faut un peu prendre du recul pour un peu se déstresser et fournir la prestation la plus détendue, relaxe et naturelle possible. Je sais encore une fois que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'il y a des gens plus timides que d'autres, plus mal à l'aise que d'autres avec l'oral. On va avoir l'occasion de voir ça, les petites astuces éventuellement pour un petit peu se détendre, mais en même temps, il n'y a pas de produit non plus miracle, à part peut-être prendre parfois aussi un petit relaxant, un petit truc aux plantes, voilà, voire pour certains qui ont une ordonnance, un petit propranolol, un petit bêta-bloquant. Bien sûr, on peut prendre des choses contre le trac, mais de toute façon, le trac va se dissiper naturellement, rien que par le fait que vous êtes en maîtrise de l'exercice, vous avez confiance en vous, vous savez que vous avez travaillé, vous êtes sérieux, que même si c'est pas parfait, en tout cas, vous allez faire le job, et que du coup, il n'y a pas de raison d'être sanctionné, d'être puni, de rater complètement.
et que vous allez surtout rendre l'échange, et pour vous et pour l'autre, hein, parce que vous y gagnez aussi, le plus naturel et agréable possible. C'est un échange entre deux êtres humains, de communication, comme vous en aurez plein dans votre vie par la suite. Donc c'est pour ça que c'est aussi une bonne école, hein. C'est pas un exercice, encore une fois, gratuit qui sert à rien. Il y a une vraie utilité parce que c'est peut-être le début d'une longue série d'entretiens oraux que vous aurez dans votre vie sous toute autre forme, voilà, entretien d'embauche, date amoureux, les dating, faire connaissance avec quelqu'un, une première rencontre, vendre un projet. Bref, voilà, c'est l'école de la vie, ça j'ai presque envie de dire. Donc là, c'est l'occasion, c'est un prétexte. Le français n'est qu'un prétexte pour s'entraîner à faire ça. Être face à un inconnu, une inconnue, qui parfois en sait plus que nous, a plus d'autorité que nous sur un domaine, comme on peut rencontrer un éditeur pour l'édition, un producteur pour le monde audiovisuel, ou un patron, ou alors une amoureuse, un amoureux, quelqu'un qu'on désire ou qu'on aime. C'est toujours intimidant ce genre de rencontre, mais voilà, savoir rebondir, savoir ne pas trop s'embrouiller dans ses idées, savoir même si on a un moment d'hésitation, savoir bien rebondir naturellement pour que ce soit pas trop gênant. C'est tout un art comme ça de la communication, du body language, du langage tout court, qu'il faut maîtriser, qui est évalué à ce moment-là. Et donc les compétences bien sûr et les connaissances sont importantes, mais elles sont presque secondaires tellement là, on est au cœur d'un exercice oral, qui est simplement d'être bien habillé, de bien présenter. Vous voyez, c'est rien que ça, c'est l'équivalent de l'écriture, hein. Vous voyez, bien écrire pour un devoir écrit, ça fait bonne impression. Bien là, être bien habillé, bien présenté, avoir un bon body language, c'est voilà, déjà une bonne partie des points qui sont gagnés. Voilà un petit peu pour l'oral.